Il est 8h33, merci d'être avec nous ce lundi matin sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez réagir à ce que vous entendez en composant le 0826 300 300. Bien. Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, est notre invité ce matin. Franck Riester, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler des sénatoriales, évidemment, de la rentrée parlementaire, évidemment. Mais je voudrais commencer avec l'intervention du président de la République hier soir sur TF1 et France 2. Il a voulu soudainement parler aux Français pour leur dire quoi ? Leur parler de leur pouvoir d'achat, parce que c'est la préoccupation principale, à leur pouvoir d'achat, vente de carburant, si j'ai bien compris, à prix coûtant, et non plus vente à perte. C'est un échec, cette histoire de vente à perte. C'est terminé, la vente à perte. Pas de loi. Ce qu'a dit le président, c'est que ça restait une menace. Vous avez vu comment ça s'est passé. Oui. Que les distributeurs, notamment de grande distribution, nous ont dit, nous on peut pas faire comme Total à plafonner le prix du carburant parce qu'on a un mécanisme, le seuil de vente à perte, qui nous empêche de le faire. Sinon on le ferait. Bon, alors on a dit, chiche, on supprime le seuil de vente à perte. Bon, puis là, il nous dit, non, finalement, on peut pas. Bon, dont acte, faut que les choses se fassent donc, intelligemment. Pas de loi. Il y a une menace, si jamais on n'arrive pas à faire au moins ce qu'ils peuvent faire là par la loi, c'est-à-dire le prix coûtant, pour envoyer un geste à leurs clients de ne pas prendre de la marge sur le carburant. Pas de loi sur la vente à perte. En tout cas, parce qu'il faut une loi. Il faut une loi. Ça ne sera pas dans le texte qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres pour accélérer les négociations commerciales entre industriels et distributeurs pour baisser les prix dans la grande distribution, notamment les prix des biens de grande consommation. Et ça devait être dans ce texte de loi-là. On ne le met pas, on le laisse en menace. Par contre, on dit aux distributeurs de carburant dans la grande distribution, faites-le à prix coûtant, et la Première ministre va rencontrer l'intégralité des acteurs de la filière cette semaine, notamment aussi le raffinage, parce qu'il y a la distribution, je dirais que c'est l'aval, mais il y a aussi l'amont. C'est à quelle marge font les raffineurs sur le carburant pour que tout le monde fasse un effort pour stabiliser le maximum le prix du carburant. D'ailleurs, pour le coût de la vie, l'idée c'est négociation sur les marges, modération des marges. Et vous avez vu qu'aussi il a annoncé que pour les travailleurs, ceux qui utilisent leur véhicule pour travailler, il y allait avoir une aide de 100 € par an environ. Vous avez calculé ce que ça fait c'est-à-dire par rapport à quoi ? Par rapport au litre. Ça fait un plein par an. Ça dépend. C'est un plein par an. Est-ce qu'on ne dirait pas le lot de la tombola d'une soirée de charité ? Non, mais non. Vous savez, 100 € pour 100 € pour un foyer, c'est pas rien. Par an, oui, par an. C'est pas rien. C'est pas rien. Et donc ça montre qu'on veut tous les foyers. Pour ceux qui en ont le plus besoin et qui travaillent. Et je pense que c'est une mesure d'accompagnement. Ça ne règle pas tout. Bien sûr, on est conscient que l'inflation impacte notamment du carburant, le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais chacun fasse sa part. Les distributeurs, les raffineurs et bien sûr l'État quand il le peut. Bien, nous allons parler d'écologie. Le président de la République va parler d'écologie. Un mot sur l'intervention d'hier encore à propos du Niger, retrait de l'ambassadeur de France, départ des troupes avant la fin de l'année. N'est-ce pas un échec quand même ? Pas imputable particulièrement à Emmanuel Macron, mais un échec sur les 10 ou 15 dernières années. Cette politique africaine dans cette région du monde, cette politique française dans cette région du monde. Écoutez, les gouvernements d'un certain nombre de pays d'Afrique ont demandé à la communauté internationale, et notamment à la France, de les aider. Demandé de dégager. Mais d'abord le Mali, le Niger, de les aider face au terrorisme. Et puis il y a eu des changements de gouvernement, d'ailleurs souvent par la force, des coups d'État, qui ont amené des personnes en responsabilité dans ces pays qui ont pu souhaiter l'aide de la France, notamment, mais l'aide de la communauté internationale, plus largement, dans la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, on voit tout de suite, notamment au Mali, que les terroristes progressent. Et donc l'action notamment des forces armées, de la fameuse opération Barkhane, a été efficace. Et nos hommes ne sont pas tombés pour rien. Ils ont freiné avec beaucoup de force et de détermination l'avancée des islamistes dans le Sahel. Pour autant, on ne peut pas le faire contre les pays. C'est avec les pays. Le Sahel aux islamistes. Mais c'est pas. On laisse. Et nous quittons. Avions-nous une autre solution ? On répond présent quand les pays africains nous demandent de l'aide. Est-ce que nous pouvions faire autrement ? Franchement, aujourd'hui. Écoutez, non, je pense qu'on ne peut pas aller contre les chefs d'État dans ces pays-là qui ne veulent pas d'aide pour lutter contre les... Alors c'est regrettable, parce que la menace avance et progresse, mais en même temps on ne peut pas le faire contre ces pays.
À propos d'écologie, parce que le président de la République va parler écologie aujourd'hui, j'ai deux questions précises. Les centrales à charbon, donc, je croyais, mais ça c'était une promesse d'Emmanuel Macron, qu'on devait sortir du charbon en 2022. On sortira du charbon en 2027. Pourquoi n'annonce-t-il pas la sortie du pétrole et du gaz fossile ? Nous avons la volonté d'en sortir, mais on souhaite être le pays européen le décarboné, le premier. Et donc, on s'y prépare. On sort du charbon, on essaye d'accompagner... Avec 5 ans de retard, mais on en sortira. Oui, pourquoi vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu besoin d'énergie avec le retard d'un certain nombre d'entretiens de centrales électriques. Il a besoin de maintenir ces centrales à charbon pour produire de l'électricité. Maintenant que nous avons retrouvé une capacité de production d'électricité par le nucléaire plus importante, on peut sortir du charbon et puis surtout, on garde ces centrales, mais on modifie leur type d'approvisionnement. Ça sera de la biomasse. Et puis deuxièmement, bien sûr, on a une action, et ça sera réexpliqué tout à l'heure, et précisé dans le cadre de la planification écologique que va présenter le président de la République. On souhaite que tous les leviers soient activés, toutes les filières, tous les acteurs. C'est pas simplement l'État qui peut régler le problème de la transition écologique et la sortie des hydrocarbures. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. On doit faire la transition du parc automobile, il en a parlé. On doit faire la transition du parc de chauffage urbain et du chauffage des particuliers. On doit accompagner la décarbonation de l'industrie. Et c'est tout ça qui est en cours et c'est tout ça qui est un effort sur la table. Sur le logement, on doit faire preuve de sobriété. Vous avez vu, les Français ont fait preuve de sobriété cet hiver. Il faut continuer l'effort. Alors j'ai une question. Il faut continuer l'effort. Et puis il faut effectivement rénover les bâtiments pour moins émettre de gaz à effet de serre en se chauffant. Alors j'ai une question simple. Est-ce que les logements passoires thermiques seront interdits à la vente ? Écoutez, ça fait partie des possibilités, mais pour l'instant, c'est pas acté. C'est pas acté. À l'heure où je vous parle. Oui. D'accord. À l'heure où je vous parle. C'est pas que ça doit changer dans la journée, mais on verra ce que va dire le président de la République. Nous verrons. Bon, nous recevons le ministre du Logement d'ailleurs demain matin. Ce sera très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le logement. Les sénatoriales, renouvellement par moitié, 170 sièges à renouveler hier sur 348. Alors je regarde les résultats. Républicains, UDI, Union centriste qui conservent la majorité. Les socialistes se maintiennent, les écologistes et les communistes aussi, LFI un peu perdant, RN 3 sénateurs, le seul sénateur Reconquête battu. Bien, ça c'est en ce qui concerne l'opposition, mais en ce qui vous concerne, Renaissance, un échec quand même. Hein. Un seul siège à Paris perdu. Finalement, il y a qu'Horizon qui tire son épingle du jeu. Écoutez, c'est une bonne lecture ? Alors, d'abord, vous savez que le sénatorial, c'est le fruit des élections locales précédentes. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas gagné les élections municipales, départementales et régionales. Donc on ne pouvait pas gagner les sénatoriales. Donc on avait des ambitions raisonnables. On va perdre quelques députés au groupe au groupe RDPI, mais on a aussi des belles satisfactions. Je pense à l'Orne, je pense à la Loire, je pense à un certain nombre de départements où on a gagné, et on a quelques défaites qu'on regrette évidemment, mais au niveau du Sénat, c'est une grande stabilité. La majorité sénatoriale reste majorité sénatoriale, même s'il y a quelques sénateurs quand même LR qui ont été battus. Il y a en nombre, le groupe LR est un peu moins important qu'il ne l'était précédemment. Il va perdre 1 ou 2 sièges ou 3 sièges. Non, je crois que c'est en gros une dizaine en net. Nous, on perd quelques sénateurs, et puis il y a quelques gains, dont effectivement Horizon. Et donc tant mieux pour la majorité. Et tant mieux pour la majorité. Je rappelle que Édouard Philippe et Horizon sont dans la majorité. C'est un groupe à l'Assemblée nationale, et au Sénat, ils auront des sénateurs en nombre plus important. Donc ça veut dire que la majorité sera un peu plus large. Alors la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sonia Backès, a été battue en Nouvelle-Calédonie. Doit-elle démissionner ? Écoutez, il n'y a pas de règle en la matière concernant des ministres qui sont candidats au sénatorial. On verra ensuite avec les députés. Écoutez, ça c'est le président de la République et la Première ministre qui verront. En tout cas, il n'y a pas eu de règle édictée. Est-ce qu'elle va démissionner ? On verra dans les discussions qu'elle aura avec le président de la République et la Première ministre. Bah oui, c'est pas moi qui nomme. Vous pouvez savoir. Non, mais c'est pas moi, Jean-Jacques Bourdin, qui nomme les ministres. Vous le savez bien. Bon, ce que je vois, c'est qu'elle a fait une belle campagne. C'était difficile. Qu'elle a eu affaire à un certain nombre de sénateurs, de candidats, de grands électeurs LR, qui ont joué
plutôt manifestement le jeu des indépendants. Oui, c'est un indépendantiste qui a été élu. Plutôt que le jeu des loyalistes. Dont acte. En tout cas, elle a fait une belle campagne. C'est une bonne ministre qui est impliquée avec Gérard Darmanin sur les questions de sécurité et de citoyenneté. Et donc, voilà, après, c'est au président de la République et à la Première ministre, avec elle, de prendre les décisions. Franck Riester, Gérard Larcher, sénateur, ça fait 33 ans, il a été encore réélu. Ouais. Dites-moi, c'est un professionnel de la politique, Gérard Larcher? Écoutez, en tout cas, c'est un sénateur dont le travail a été reconnu par ses grands électeurs. C'est un métier. C'est un métier. Un métier, non, je crois pas, mais ça nécessite. C'est pas un métier en tant que tel. C'est une vie. Ça nécessite des qualités professionnelles, une expérience. Je pense effectivement que la politique a besoin aussi de gens expérimentés. Il en est un, et il est un président du Sénat vraisemblablement réélu dans quelques jours, et avec qui moi je travaille très bien, je dois le dire. Le Sénat est une chambre avec laquelle le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle travaillent bien, ils sont constructifs, ils apportent des choses au débat public, au débat parlementaire, et donc je suis ravi dans quelques jours de retrouver le Sénat. Mais je me mets à la place des Français. Réfléchissons un petit peu. Le président de la République ne peut pas accomplir plus de 2 mandats et un sénateur peut passer sa vie au Sénat. Pourquoi ? Franck Riester, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Constitution le dit comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas réformer les institutions ? Il y a une réflexion sur les institutions, bien sûr, elle est en cours, mais il faut ensuite, pour pouvoir modifier... Ça fait 25 ans qu'elle est en cours. Oui, j'entends ça depuis... Ça fait 3 présidents de la République qui nous disent qu'ils vont changer les institutions. Non, la dernière fois, c'est sous Nicolas Sarkozy, qui a une réforme constitutionnelle. Vous savez que ce n'est pas évident de réformer la Constitution, et c'est tant mieux. Parce que c'est bien qu'il y ait une stabilité de nos institutions, même si elles ne sont pas parfaites. Et justement, pour modifier la Constitution, il faut un large consensus. Soit un large consensus du Parlement, soit un vote par référendum. Et c'est une affaire compliquée. Et donc, il faut le faire avec prudence et avec pertinence. Et donc, qu'il y ait une réflexion sur les institutions, oui, elle est en cours. Quelle sera la sortie de ces réflexions et la capacité ensuite de faire les réformes par une réforme constitutionnelle qui nécessite encore une fois un très large soutien, je ne le sais pas pour l'instant. Mais un président 2 ans, pas plus, et un président du Sénat... oui, il y a des incohérences. Mais qu'il y ait des incohérences. Je ne dis pas l'inverse. Pour autant, la Constitution est comme elle est. Bon. Et moi, je fais avec la Constitution dans mon rôle au quotidien. Bon, Franck Riester, rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Loi de programmation des finances publiques. Cette semaine, est-ce que vous allez éviter le 49.3 ? Écoutez, je ne sais pas, on verra. Mais vous savez, je dirais que en ce qui concerne les textes financiers, le match est quasiment joué d'avance. Pourquoi ? Parce que les textes financiers, ce sont des marqueurs d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Oui, mais... Quand vous êtes dans une commune, Jean-Jacques Bourdin, quand vous êtes dans l'opposition, vous votez pas le budget. Pour autant, vous pouvez voter d'autres textes, d'autres délibérations. Le RN pourrait s'abstenir. Je ne sais pas ce que je sais. Ça permet d'éviter le 49.3. Non, mais ce que je sais, moi, c'est qu'un texte financier, les oppositions votent contre par principe. Et si le RN s'abstient. Mais écoutez, on verra bien ce qui sera. Oui. Vous savez, moi je me méfie des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent. Moi ce que je vois, c'est on a besoin d'avoir un vote de ce texte, comme de tous les textes financiers, parce qu'on a besoin, là en l'occurrence, d'avoir un certain nombre de financements qui sont liés, de financements européens qui sont liés à ce vote. On a besoin de donner un budget à notre pays. On a besoin de donner un budget à la sécurité sociale et à notre système de protection sociale. Donc, on assumera nos responsabilités. On sait qu'on est dans une majorité relative. Les oppositions votent contre parce que c'est un marqueur d'appartenance à la majorité à l'opposition. Ils votent contre ces textes financiers. On utilisera les moyens qui sont à notre disposition pour ce faire, pour s'assurer d'avoir une loi de programmation de la finance. Pourquoi pas s'il le faut. Un budget, et voilà. Et voilà, après, on est pour autant à l'écoute des oppositions. On est toujours dans la même méthode voulue par le président de la République et la Première ministre, d'être constructif, d'écouter ce que nous disent les députés, les sénateurs de la majorité et de l'opposition pour améliorer les textes. Et Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, le ministre du Budget, ils travaillent et on verra. Ça vous gênerait que le RN s'abstienne et que vous fassiez passer ce texte 149.3 ?
Mais on verra bien. Moi, encore une fois, Jean-Jacques Bourblin, d'abord, on regardera ce que seront les votes. Moi, ce que je vois, c'est qu'en première lecture, c'est la nouvelle lecture, c'est-à-dire c'est la deuxième lecture. Vous savez qu'il y a un certain nombre de textes, il y a des navettes. On discute d'abord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis ça revient à l'Assemblée, puis ça retourne au Sénat. Là, on est au retour du texte après une lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est le texte de la loi de programmation des finances publiques. Voilà, des finances publiques. En première lecture. Pas le budget, c'est après. C'est un budget pluriannuel. Voilà. Et donc, en première lecture, à l'Assemblée, le Rassemblement national a voté contre. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'ils essayent de nous dire, peut-être pas. Je les entends. Mais moi, je vois... Abstention, peut-être. Moi, vous les entendez sur l'abstention, peut-être. Moi, je vois ce qu'ils font. Et ils ont voté contre. Et encore une fois, c'est quelque part dans l'ordre des choses. Quand on est dans l'opposition, on ne vote pas un texte financier. Et donc, quand on est dans la majorité et qu'on souhaite donner un budget pluriannuel à notre pays, on se donne les moyens de se faire et on utilise les moyens que nous propose la Constitution. La loi sur la fin de vie, c'est pour quand ? La loi sur avant la fin de l'année à l'Assemblée ? Ça sera vraisemblablement d'abord un texte qui va être présenté en Conseil des ministres, ensuite un travail par une commission spéciale. Oui, je pense que ça sera avant la fin de l'année en Conseil des ministres et ensuite au Parlement l'année prochaine. Et au Parlement début d'année prochaine. C'est ça. Bien. Samedi à Paris, il y a eu manifestation des syndicats de magistrats, en l'occurrence le syndicat de la magistrature. Ce syndicat a manifesté contre les violences policières. Est-ce anti-républicain ? Je vous dis ça parce que des magistrats qui alimentent la haine anti-flic, est-ce que ce sont des magistrats qui alimentent la haine anti-flic, selon vous ? En tout cas, toutes celles et ceux qui alimentent la haine anti-flic, je les condamne. Je condamne cette action-là. Parce que nous avons besoin, au contraire, de soutenir nos policiers et nos gendarmes qui sont au quotidien à risquer leur vie. Est-ce qu'ils salissent leur robe ? Non, je vais jusque-là. Je pense... Non, je ne dis pas de choses comme ça. Je dis simplement que nous devons respecter nos policiers, nos gendarmes, nos policiers municipaux, toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, s'engagent pour notre sécurité. Qu'il y ait ici ou là des fautes professionnelles, la justice sanctionne, l'administration sanctionne. Mais de faire de ces cas particuliers une généralité, de dire comme certains responsables politiques, et vous saurez très vite de qui je parle quand je vais vous dire ce que dit ce responsable politique, que la police tue. La police tue, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, que certains, dans différentes parties de la population, pointent du doigt, tapent sur nos policiers, je trouve que c'est irresponsable et je condamne ces prises de position-là. Pour autant, on est dans une grande démocratie. La démocratie, c'est aussi la capacité de pouvoir exprimer ses opinions, mais je regrette et je condamne ces propos-là. Oui, mais quand des policiers disent le problème de la police, c'est la justice... Est-ce là encore... Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Là, mais non, mais attendez. Je vois des magistrats qui protestent contre les violences policières et je vois des policiers qui disent le problème de la police, c'est la justice. C'est un tout. Oui. C'est un tout, la réponse de sécurité. Oui. Et donc, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas opposer justice et police et gendarmerie. Il faut au contraire qu'ils travaillent encore mieux ensemble. Et ils travaillent au quotidien bien ensemble. Il faut qu'ils travaillent encore mieux ensemble et il faut donner des moyens. On a donné des moyens importants et on continue de le faire à la police, à la gendarmerie. Il y a encore une loi de programmation qui a été votée l'année dernière pour donner plus de moyens, plus de policiers et de gendarmes, plus de moyens matériels pour la police et la gendarmerie. Et on donne aussi plus de moyens à la justice. Vous savez qu'a été voté juste avant l'été 2 lois pour la justice, pour donner plus de moyens à la justice et notamment à renforcer le nombre de magistrats, les équipes dans les tribunaux pour aller plus vite, pour prendre les décisions de justice plus rapidement, que les décisions de justice soient bien appliquées avec beaucoup de fermeté. C'est la stratégie du gouvernement et on l'applique en donnant des moyens aux acteurs concernés. Le 6 novembre, projet de loi immigration au Sénat. D'abord, dans ce projet de loi, il y a un article sur les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Alors, j'ai écouté le président de la République, j'ai eu l'impression qu'il a parlé de compromis. Et cet article sera bien maintenu quand même dans le projet de loi, dans le texte. C'est depuis un an que nous sommes en majorité relative. On a réussi à voter 50 textes, uniquement 3 avec le 49.3. Tous les autres, on l'a fait en trouvant des majorités plus larges que la majorité présidentielle. Et on l'a fait en modifiant les textes, en tenant compte des positions des uns et des autres, pour faire en sorte, sans dénaturer notre texte, d'améliorer le texte. Donc cet pour qu'il article puisse sera être modifié.
Mais je sais pas. Je vais pas anticiper un débat parlementaire où il va y avoir des débats au Sénat, des débats à l'Assemblée, donc un grand nombre de modifications du texte. Je ne sais pas ce qui sortira in fine du Parlement, est-ce qu'il sera voté ou pas par le Parlement. A dit hier, pas de droit inconditionnel à la régularisation. Oui, c'est notre politique, oui. Et on verra ce qui sortira du Parlement. Un compromis avec LR sur la question, évidemment. Oui, tout en gardant ce principe-là, on verra ce qui concrètement sera dans le texte. Mais vous savez, une politique publique, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas simplement un texte à l'instant T qui passe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est un tout, une politique publique. Il y a une dimension administrative, il y a une dimension européenne, en l'occurrence, il y a une dimension nationale. En ce qui concerne le texte qui passe au Parlement, à partir du 6 novembre au Sénat, il a pour vocation d'accélérer un certain nombre de procédures, de les simplifier, de les rendre plus efficaces pour notamment renvoyer plus vite un certain nombre d'immigrés qui n'ont rien à faire sur notre sol, pour pouvoir mieux sanctionner ceux qui font de l'argent sur la détresse humaine, pour pouvoir mieux intégrer un certain nombre de ces immigrés, notamment en ce qui concerne la langue française, etc. Et permettre à ceux qui travaillent sans papier d'être régularisés. Exactement, au cas par cas dans les entreprises. Au cas par cas dans les entreprises. On veut pas de généralisation. Mais oui, mais attendez, parce que je cherche où est le compromis. Mais attendez, il y a le texte. Je cherche où est le compromis. Il y a le texte et ce qui sera sorti du texte. Bon. Et le compromis, je peux pas vous le dire maintenant puisque nous commençons simplement le travail parlementaire. Bon, vous savez, si je disais aux parlementaires que le compromis il est déjà ficelé et que peu importe ce qu'ils font, de toute façon, ça sera comme ça et pas autrement. Là, mon rôle de ministre en charge des relations avec le Parlement devient très difficile. Donc, n'anticipons pas les résultats du travail parlementaire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des cas très concrets, d'une façon très pragmatique, de gens qui travaillent, qui n'ont plus de titre de séjour, qui travaillent dans nos entreprises depuis des années, qui bossent, qui payent des impôts, qui ont leur famille ici et qui sont sans titre de séjour. Et il faut régler ces questions-là d'une façon très pragmatique. Alors comment on le fera ? Eh bien, ce sera l'objet. On a une proposition, nous, dans le texte de loi, et ça sera ensuite l'objet des discussions parlementaires. Alors, Franck Riester, justement, j'ai écouté le pape. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation, a dit le pape François. Il l'a répété plusieurs fois lors de sa venue à Marseille. Si j'ai bien compris, en l'écoutant, tous les migrants doivent être sauvés, recueillis et accueillis en France. C'est un devoir d'humanité, c'est bien cela ? Tous les migrants, qu'ils soient réfugiés, qu'ils demandent de l'asile ou pas. Sauver les migrants, et bien évidemment, et les paroles du pape sont fortes. Oui. Pour autant, le président de la République l'a redit hier, on n'a pas vocation à accueillir tous les immigrés du monde entier et accueillir, entre guillemets, toute la misère du monde. Oui. Donc on doit... Même si la France doit en prendre sa part. Exactement. Et, et on le fait déjà. Et on le fait déjà. Et on continuera de le faire. On continuera de le faire, notamment concernant les réfugiés, ceux qui bénéficient de l'asile. Et uniquement les réfugiés. Non, pas uniquement les réfugiés. Donc de Lampedusa, nous accueillerons... Attendez, mais ne mélangeons pas tout, Jean-Jacques Bourdin. Que tout soit très clair, c'est pour ça. C'est pas clair. J'essaie d'être clair. Il faut différencier les réfugiés et les migrants. Les réfugiés, c'est ceux qui, pour des raisons politiques, de religion, etc., sont persécutés dans leur pays et doivent fuir leur pays. Ceux-là, c'est la grandeur de la France et de les accueillir. Et puis après, il y a les migrants, ceux qui veulent partir de leur pays pour trouver un travail mieux rémunéré, etc. Ne les accueillons pas. Eh bien, ceux-là, on doit regarder avec une politique très ferme si on les accueille ou pas. En ce qui concerne Lampedusa, spécifiquement, on ne les accueillera pas. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Non, mais là, maintenant, c'est clair. Bon. Non, mais moi, j'aime bien quand c'est clair. J'ai une dernière question. Vous aussi, Franck Riester, j'ai une dernière question. Les postes clés à l'Assemblée nationale, 2 vice-présidents RN, vous souhaitez que ça soit perpétué, que ça se... écoutez, on va... Parce qu'il va y avoir des discussions entre groupes. Il va y avoir effectivement des discussions. C'est une réunion qui a lieu demain. Quelle est votre position ? Écoutez, moi, ma position, c'est de me garder loin des décisions du Parlement en ce qui concerne l'organisation du Parlement. 2 vice-présidents sur 6, logique. Que diraient nos compatriotes et que diraient les parlementaires si le gouvernement se mêlait des élections internes à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Donc je ne m'en mêle pas, Jean-Jacques Bourdin. Mais vous vous mêlez de beaucoup de choses quand même. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai beaucoup de choses à gérer, mais pas les élections internes à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est, je crois, que les choses doivent être... Vous voulez que la clarté, c'est clair, le gouvernement ne se mêle pas des élections internes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous laissez les groupes s'en sortir. Et la présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Jacques, d'être venu nous voir. Il est 8h57.